Je suis Jean-Pierre Descorps, voilà, donc je suis diplômé d'une école de chimie. J'ai fait une thèse de chimie et biologie, et puis ensuite un postdoc, et je suis rentré dans la société Rhône-Poulenc. Voilà. Étant d'origine paysanne, après un petit parcours dans la chimie des arômes, je me suis retrouvé en nutrition animale et puis en recherche pour les produits de protection des plantes. Voilà. Donc, ce qui m'a fait m'intéresser en particulier aux nouvelles technologies, étant donné que la protection des plantes était arrivée de plus en plus à avoir des échecs avec des résistances aux insectes, des non-efficacités. Et donc, quand les nouvelles technologies, en particulier la biologie moléculaire et cellulaire, a permis d'introduire par la transgénèse donc des éléments de résistance aux insectes, si vous voulez, notre société s'est lancée dans ce domaine. Et effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, si vous voulez, nous avons communiqué uniquement avec nos interlocuteurs, qui étaient les agriculteurs, et on a complètement sous-estimé, si vous voulez, cette opinion publique qui n'a pas compris, si vous voulez, les phénomènes de transgénèse, et qui fait que ça a été un échec en Europe, un échec dû à l'incompréhension totale des acteurs. Moyennant quoi, quand même, cette technologie se développe dans le monde actuellement. Et je pense qu'on parle d'une crise alimentaire, et on sait que pour résoudre cette crise alimentaire, il y a des solutions de toute façon. Pour ces solutions, il faudra revenir aux fondamentaux, qui sont le sol et la plante. Donc, sur le sol, aujourd'hui, on a de nouvelles techniques, des techniques de non-labour, tout ça, qui permettent de lutter contre l'érosion, contre la fatigue des sols, contre tout un système agroalimentaire agraire qui a été développé dans des conditions de facilité. Et au niveau de la plante, on sait qu'il faudra, c'est la génétique qui va permettre de résoudre les problèmes futurs à 80%. Donc les augmentations des surfaces, pour finir avec le sol, on peut augmenter encore les surfaces. C'est un équilibre à peu près, on pense qu'on peut gagner 8% de sol d'ici 2030, étant donné qu'on en gagne, mais on en perd par l'urbanisation, la salinisation des sols, etc. C'est une balance positive de 8% à peu près, mais sur la base de 2003, nous devons, pour une population estimée à 9 milliards d'habitants en 2050, nous devons doubler cette production de base, et ceci ne peut se faire que par la génétique. Alors, il y a des choses qui sont aussi à améliorer, c'est-à-dire la consommation, la substitution des protéines végétales par les protéines animales, qui se font finalement à un coût, c'est-à-dire que pour 1 kg de protéines de poulet, il faut consommer 2,5 kg de protéines végétales. Pour le porc, c'est 6 kg, et pour le bœuf, c'est 8 kg. Donc, et je pense que ça va dans le cadre aussi du plan de nutrition, de privilégier la viande de poulet à la viande de bœuf, ou des choses de ce type-là. Voilà, en gros, finalement, nous avons des défis en face de nous. Ces défis sont surmontables à condition qu'il y ait une prise de conscience. D'autre part, il faut une mobilisation de tous les acteurs. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il faut que tous les acteurs, c'est-à-dire les grandes productions agricoles et les petits fermiers aussi. Et ça, la difficulté, vous voyez, par exemple, pour prendre l'exemple des élevages de poulets au Sénégal, le producteur de poulet au Sénégal produit le poulet à un coût qui est 2 fois supérieur au poulet importé brésilien, étant donné que les Brésiliens ont accès aux matières premières, ont développé l'élevage du poulet à notre échelle. Mais il faut les deux. Si l'un détruit l'autre, si vous voulez, ces équilibres ne pourront pas être atteints. Voilà en gros les grands problèmes qu'il y a aujourd'hui pour l'alimentation
dans les années futures. Il y a un équilibre qui se fait et il faut éviter aujourd'hui de faire la guerre des agricultures. Si vous voulez. Il n'y a pas une agriculture biologique, il n'y a pas une agriculture raisonnée, il y a une agriculture qui doit faire la synthèse de toutes les bonnes choses, si vous voulez, qu'il y a dans chaque domaine. Et ça, c'est malheureux aujourd'hui dans une Europe finalement qui est nantie, si vous voulez. Nous n'avons pas de problème alimentaire. Aujourd'hui, on a tendance à développer des techniques qu'on croit universelles, si vous voulez. Il est évident que quand vous parlez de culture de proximité, par exemple, en Europe, dire, bon, ben voilà, il faut prendre local avec les AMAP ou des choses comme ça. Dès que vous êtes dans des grandes métropoles, des mégalopoles, même on va parler de mégalopoles, étant donné que plus de 50% de la population est dans les villes, qu'on prévoit que cette population va augmenter jusqu'à 70%, que ces mégalopoles seront dans le sud, si vous voulez, il va falloir sécuriser l'alimentation de ces mégalopoles. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? C'est du stockage, c'est des moyens de transport, c'est une chaîne alimentaire qui doit s'installer depuis la production jusqu'à la consommation. Et cela, si vous voulez, ça ne peut pas se faire en déposant un panier, si vous voulez, chez un commerçant et que vous allez chercher à la sortie de votre bureau. Vous voyez, il y a toute une notion, parce que nous, aujourd'hui, il y a Rungis, si vous voulez. Et donc, il ne faut pas oublier Rungis là-dedans. Et tout ça, il faut raison garder. On peut développer des initiatives, toutes les agricultures sont nécessaires, si vous voulez, et c'est la conjonction de toutes ces agricultures, le respect de ces agricultures qui va faire qu'on va arriver à... Et je pense que les gens sont assez raisonnables, si vous voulez, à un moment, si vous voulez, quand nécessité fait loi, on va y arriver. Voilà. Et la recherche là-dedans a un rôle à jouer, parce que, si vous voulez, on a des outils de sélection végétale. Avant, si vous voulez, le sélectionneur, il allait au champ, il croisait deux espèces, il avait 60 000 gènes à trier et il faisait ça avec son œil, ils essayaient de stabiliser les variétés, etc. Et aujourd'hui, on travaille au scalpel, si vous voulez, sur le génome. Et donc, on a tous ces outils. Et je pense que depuis 25 ans, ces outils sont utilisés dans notre pays. Aujourd'hui, il y a 170 millions d'hectares qui sont utilisés avec des OGM. Il y a un agriculteur sur 10 dans le monde, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. C'est des agriculteurs, des Chinois, des Africains qui travaillent dans ces domaines-là. Et on voit qu'il y a des bénéfices. Donc, finalement, petit à petit, ces choses-là, et je pense que des journées comme l'Arbois sont très importantes parce qu'on a l'opportunité d'avoir le contact avec ce public. Et puis, il nous voit, on n'est pas déformé par des images, par des choses comme ça. On parle simplement dans la salle, mais aussi en prenant à la pause café. Et les gens, je pense que petit à petit, si vous voulez... Et c'est vrai que la science est ambivalente. C'est vrai qu'avec la science, si vous voulez, vous faites une découverte scientifique, et on vient là de parler du nucléaire, c'est l'exemple frappant, si vous voulez, de ce qu'on peut faire de bien et ce qu'on peut faire de mal, si vous voulez, et des fois, si vous voulez, dans une période de défiance, dans une période d'incertitude, si vous voulez, on a tendance à mettre le mal en avance, quoi. Et moi, j'aime bien, si vous voulez, toujours, avant de parler de risque, de parler d'opportunité, quoi, si vous voulez. En France, on parle souvent de risque et opportunité. Moi, je préférerais dire opportunité, et de cette opportunité, évaluons le risque. Mais pensons d'abord à ce qu'on peut faire de positif avec ce qu'on a, plutôt que de dire attention. Alors, petit à petit, je pense que cela va changer, quoi. Il ne faut pas dramatiser. Il y a encore des terres disponibles en particulier en Amérique latine. Il faut bien poser les problèmes. Vous voyez. Je prends par l'exemple l'huile de palme. L'huile de palme est une excellente huile. Donc, elle est commode, elle n'est pas chère, c'est une huile saturée, mais bon, on a dans les graisses animales, tout ça, on a des huiles saturées, et notre organisme a besoin, au niveau des membranes, tout ça, d'huile saturée. Le problème de l'huile de palme, si vous voulez, c'est qu'on déforeste pour planter des palmiers à huile.
on déforeste dans des endroits qui sont des forêts primaires, où il y a des orang-outans, où il y a des bêtes qui sont chassées de leurs écosystèmes. Ça entraîne même des maladies, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, les chauves-souris qui sont des vecteurs de zoonoses, si vous voulez, c'était leur habitat, donc se trouvent hors de leur habitat, donc attaquent le bétail, si vous voulez, et créent des zoonoses qui ensuite sont communiquées à l'homme. Vous voyez, tous ces phénomènes sont complexes. Donc là, il faut faire très attention et dire, voilà, aujourd'hui, on a besoin d'acides gras saturés. Bon, examinons toutes les sources et ne faisons pas systématiquement, si vous voulez, le choix le plus facile et le plus économique. C'est-à-dire que, et je pense qu'une balance est à faire entre ce qui est pratique, ce qui est économique, ce qui est facile à faire et cette nouvelle notion qui est prise, si vous voulez, de l'impact sur l'environnement. L'impact sur l'environnement. Et je vous parlais du sol tout à l'heure. Le problème du sol, si vous voulez, c'est les érosions et l'érosion éolienne. En particulier aux États-Unis, il y a des blizzards, il y a des et qu'on ne connaît pas en Europe. Donc les Américains ont très vite compris la notion de non-labour, c'est-à-dire de faire en sorte de laisser le sol toujours couvert. Et c'est ce qu'on appelle le no-tillage aujourd'hui. Donc les nouvelles technologies, et en particulier donc l'utilisation d'herbicides plutôt que de passer d'un herbicide biodégradable qui se détruit, qui ne laisse pas de résidus, etc., plutôt qu'un labour profond pour retourner la terre. On sait que dans un champ labouré, il y a 50 kg de vers de terre. Dans une prairie permanente, il y en a 50 tonnes. Vous voyez un peu le rapport qu'il y a. Et qu'est-ce que c'est le ver de terre? C'est la création d'humus, c'est la richesse du sol, c'est tous les micro-organismes qui sont associés, vous voyez tout ça. Donc ces techniques-là, le no-tillage, aujourd'hui est disponible. Voilà, est disponible. Bon, avec le coût de l'énergie, si vous voulez aussi, vous avez les passages de labour. À ce moment-là, vous ne faites qu'un passage, c'est semi-traitement. Donc ça, c'est un exemple pour protéger les sols. Les tables rondes de l'Arbois, c'était une excellente initiative, comme toutes les initiatives qui permettent finalement des rencontres entre les chercheurs, la société civile et surtout le citoyen. Le citoyen. Et alors, ce qui est extrêmement positif, c'est les gens qui viennent pour s'instruire. Voilà. Ça, et je trouve que le chercheur est très content, si vous voulez, de pouvoir expliquer en détail, parce qu'on a le temps, si vous voulez, on n'est pas pressé, on n'est pas à des personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine, si vous voulez, la finalité de ces recherches, pourquoi il fait des recherches, hein, à quoi il rêve, c'est-à-dire si sa recherche, et ça, si vous voulez, c'est un peu ma spécificité de chercheur industriel, si vous voulez, c'est vous avez un objectif, vous avez quelque chose à résoudre et vous essayez de développer des connaissances fondamentales qui vont vous permettre de résoudre et vous avez une sanction à la fin, vous avez réussi, et ça, donc, faire partager ça au public. Parce que souvent, le public croit que les chercheurs, voilà, ils sont dans leur laboratoire, ils font des recherches parce que ça les intéresse, etc. Et donc, déjà expliquer qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on le cherche, et si on réussit, quelles en seront les conséquences. Voilà.